Bonjour à vous tous, nous sommes dans une salle magnifique consacrée donc à Murakami, le grand artiste japonais, à la fondation donc Louis Vuitton pour une grande exposition des œuvres de cette fondation qui n'ont jamais été exposées. Mais choc des contraires, vous savez que 300 millions de critiques est une émission qui aime bien balancer entre plusieurs sujets. Je suis face à Émilie Robe. Bonjour Émilie, je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes commissaire de l'exposition Napoléon Stratège qui a lieu jusqu'au 22 juillet. Donc d'une certaine manière, il faut quand même se précipiter au musée de l'armée. La plupart des Français savent que Napoléon était un génie militaire, mais au fond, et c'est grâce à vous que nous allons le savoir, son génie, depuis l'école de guerre jusqu'à ces années que tout le monde connaît, il reposait sur quoi, Émilie? Il reposait d'abord et avant tout sur une capacité de travail immense, une très grande confiance en soi, une ambition sans limite et sur éventuellement énormément de travail. Mais qu'est-ce qui vous a passionné dans cette histoire-là, vous? Qu'est-ce qui m'a passionnée? Oui, parce que c'est quand même un truc particulier parmi toutes les formes de conservation possibles dans les musées de l'armée. Vous êtes arrivé comment donc à ces fonctions? Alors, je suis arrivée il y a une dizaine d'années maintenant au sein du musée de l'armée, en passant par une formation notamment à l'école des Chartes avant l'Institut national du patrimoine. Donc je dois avouer que oui, l'histoire est une de mes passions. Et de ce point de vue-là, le musée de l'armée offre une opportunité extraordinaire de raconter cette histoire, moins à partir de textes, qui est ma formation initiale, qu'à partir d'objets qui ont tant de choses à dire. Oui, ils ont une âme, si on peut citer Lamartine. Ce musée, est-ce que vous croyez que les Français savent bien où se trouvent les Invalides, le musée de l'armée, etc. Ou est-ce qu'il y a encore, d'après vous, donc qui êtes conservatrice, une impression que vous êtes assez mal connue? Oh, le musée de l'armée peut toujours être davantage connu, ça c'est certain. Quand on parle des Invalides, je crois que nos contemporains voient bien où c'est. Il y a hélas de tristes hommages un peu trop régulièrement. Mais effectivement, le site en soi est absolument majestueux. Le tombeau de Napoléon en occupe une grande partie de la visibilité. C'est vrai qu'on sait moins que le musée de l'armée abrite des collections d'armes, d'armures, d'uniformes, une très importante collection napoléonienne, et puis des collections jusqu'à nos jours, à la vérité. Mais bien sûr, on peut toujours être davantage connu. Aujourd'hui, on a des expositions qui font presque le double en nombre de visiteurs de ce qui c'était il y a 10 ans. Merci en tout cas d'être venu nous voir. Donc c'est au musée de l'armée. Je vais redonner les dates parce qu'il faut être très précis. C'est jusqu'au 22 juillet au musée de l'armée à Paris. Émilie, merci Émilie Robe d'être venue. Vous savez qu'il y a un homme politique qui ne supporte pas Napoléon, alors qu'en général Napoléon est glorifié par tout le monde. C'est Lionel Jospin, l'ancien Premier ministre, qui a écrit un livre d'une violence à l'égard de Napoléon, considérant que c'était un dictateur et une sorte de boucher, mais il est bien seul dans une hagiographie beaucoup plus générale. Merci Émilie d'être venue nous voir. Merci. Ça nous fait extrêmement plaisir. Voici le sommaire de cette émission. Vous allez retrouver des généraux, des colonels et les grognards de 300 millions de critiques. En mars dernier, le musée d'art moderne de Rio de Janeiro mettait en vente une toile de Jackson Pollock afin de renflouer ses caisses. Les musées francophones peuvent-ils se permettre ce genre d'opération? C'est notre première discussion du jour. Balogi, rappeur belge d'origine congolaise, revient avec un nouvel album, 137 avenue Kanyama, et nous l'avons vraiment aimé. Le Grand Palais à Paris propose une expo intitulée Artistes et robots. Les robots sont-ils de super assistants de l'artiste ou pourraient-ils un jour supplanter l'homme dans la création? Nous en débattrons. Et comme chaque semaine, le Zap Culture nous fera voyager dans la francophonie qui bouge et crée. 300 millions de critiques, c'est maintenant. C'est une émission passionnante car vous allez découvrir que l'un d'entre nous repasse en écoutant de la musique classique. Ben non, mais Alain, si tu rigoles tout de suite, on a deviné. Alain Gerlage de la RTBF, donc repasse en écoutant de la musique classique. Et nous sommes de tout cœur avec lui. Myriam Fiemiu de Radio-Canada. Ma chère Myriam, bonjour. Bonjour. Je ne veux pas savoir ce que vous faites en écoutant de la musique ou en repassant. Je ne repasse pas. Voilà. Nicolas Georges de TV5 Monde. Bonjour mon cher Nicolas. Bonjour. Michel Serruti de la radio-télévision suisse, qu'on appelle Le Piolet. Et Laura Tenucci de France Télévisions, qui est là et qui va vous raconter tout ce qu'il faut savoir
sur le web. Nous sommes ravis de vous accueillir comme toutes les semaines. Apprendre et en même temps se distraire, c'est un peu notre vocation. Figurez-vous qu'en mars dernier, le musée d'art moderne de Rio de Janeiro mettait en vente une toile de Jackson Pollock, grand peintre américain, afin de renflouer ses caisses. Les musées francophones peuvent-ils se permettre ce genre d'opération? Quelles sont leurs libertés dans la vente de leur collection? Et surtout, les règles doivent-elles être assouplies? C'est notre premier débat du jour. Commençons par voir ce que permet ou non la législation de nos différents pays. Alain, l'homme qui repasse en chantant, que se passe-t-il en Belgique? Bon, écoutez, les règles sont à peu près identiques à ce qui se passe en France. Et je dirais que... Donc on est dans l'inaliénable. Voilà. Et oui, et je dirais qu'indépendamment des règles, il y aurait une telle levée de bouclier de la part de la population, ou en tout cas de ceux qui s'intéressent à ces questions, et peut-être même au-delà des amateurs d'art, que ce serait tout à fait impossible. Dans les années 80, la ville de Liège était quasiment en faillite. Elle a voulu vendre des tableaux. Et ça a suscité une réaction extraordinairement négative. Donc, ce qui est dans le patrimoine doit rester dans le patrimoine. Ça ne me semble pas être la question qui est la plus sensible. En revanche, la question de la restitution... totalement opposé à vous. Pardon? J'ai un point de vue totalement opposé. Ah oui, je vous décris ce qui est. Ah, mais bien moi, sûr, décrivez. Je n'ose pas prendre position. Si. Mais en revanche, la question de la restitution des œuvres est une question beaucoup plus sensible. Vous savez, quand vous allez visiter le musée de l'Acropole à Athènes, vous avez, c'est un musée récent, vous avez la place qui est prête pour les frises du Parthénon. Absolument. Et donc, ils attendent, ils espèrent bien, ils ont déjà prévu. Je vous avais parlé... Mais le British Museum ne les rendra jamais. Ben, c'est pas sûr, ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? La restitution ne rapporte rien, contrairement à la vente. Non, mais là, vous êtes parti sur la restitution. Parlons d'abord des ventes. Myriam, mais justement, c'est un autre problème. Ben, chez nous, on est davantage sur le modèle américain. Donc, les collections ne sont pas inaliénables. Donc, on peut vendre une pièce pour en acheter une autre, pas pour les coûts d'opération du musée, par exemple. Et vraiment, ce sujet-là est d'actualité. Ces jours-ci, au Québec, il y a tout un tollé qui a été soulevé au mois d'avril, alors que le Musée des beaux-arts du Canada s'apprête à vendre une œuvre, un Chagall, un de nos 4 Chagall du Canada, pour conserver une œuvre qui est importante dans le patrimoine religieux chez nous. Donc, la question n'est pas à savoir si on veut ou non garder ces œuvres-là chez nous. C'est plutôt que, même si les règles sont là, les règles sont souples, c'est le principe qui dérange. Et quand on parle à certains... Et qui dérange qui? Le public, les conservateurs, tout le monde? Les critiques d'art. Le public peut-être pas aussi attaché à son patrimoine artistique, mais les critiques d'art ont écrit plusieurs lettres ouvertes dans les médias. J'ai parlé avec Nathalie Bondil du Musée d'art, du Musée des beaux-arts de Montréal. Elle dit, nous, comme conservateurs d'art, il faut garder la beauté, trouver toutes les solutions possibles pour garder la beauté. Même si elle est dans des caisses? Non, mais dans ce cas-ci, le Chagall en question... Notre problème, c'est qu'on en a plein les caisses qu'on ne montre jamais. Et donc, on se demande pourquoi il n'y a pas, j'extrapole, mais pourquoi, par exemple, il n'y a pas, prenons de Pollock, très peu de Pollock, pas de Warhol, alors qu'on a 50 Dufy, 300... à ce moment-là, peut-être qu'il peut y avoir des échanges. C'est ce qu'on privilégie chez nous, de faire des échanges. Il y a une partie des conservateurs qui sont violemment contre, au nom de je vais y arriver, au nom du fait que ce sont des œuvres inaliénables, que c'est le patrimoine, etc. Donc, on ne les montre jamais, mais on les garde. Et du coup, si vous savez, je crois que je termine, mais je pense que le budget d'acquisition de Pompidou, c'est entre 1 et 3 millions d'euros, quelque chose par an. Il y a aussi la question de savoir si... Donc, pour 3 millions d'euros, vous ne pouvez rien acheter sur le marché de l'art. Donc, vous restez avec des collections figées. Est-ce que ça reste dans le pays ou ça va à l'étranger? Ça, c'est une différence extrêmement sensible, me semble-t-il, dans nos pays. Vous l'avez dit, Guillaume, en France... On ne peut pas vendre d'œuvres d'art, donc ça c'est sûr. Ça, c'est Comment ça s'appelle? On ne peut pas vendre Inaliénation. Voilà, en 2002, on a un petit peu allégé la loi, on va dire, puisqu'on a le droit désormais de rendre des objets. Alors c'est le cas, par exemple, du Musée de l'Homme à Paris, qui a rendu des œuvres à l'Afrique du Sud.
le Muséum d'histoire naturelle de Rouen qui a remis une quinzaine de têtes maoris en Nouvelle-Zélande. On en a à peu près là actuellement. Il y a aussi un débat en France, ça a du mal à se décrisper, ça fait grincer des dents. L'histoire de faut-il vendre des œuvres, on n'en est pas du tout là puisque... ça s'est souvent posé, mais il y a des conservateurs qui sont violemment contre. Exactement. La question, éventuellement, la piste étudiée, c'est, comme vous l'avez dit, faire mieux circuler les œuvres. Actuellement, il y a 460 000 œuvres dans les caves du Louvre. Vous imaginez, et que 35 000 exposées. Donc les observateurs se disent pourquoi on ne pourrait pas un petit peu plus distribuer ces œuvres un peu partout. Voilà, mais on rappelle que dans les musées américains, on a parfaitement le droit de vendre. Ce sont des musées qui sont fondés sur des donations privées. Et à part les gens qui, dans la donation, ont dit, par exemple, je vous donne ce tableau, mais il ne bougera pas de musée, ou je vous donne ce tableau, mais vous ne pourrez jamais vendre, tout le reste est négociable en fonction de la situation économique et de la situation esthétique du musée. C'est ça. Michel Cerruti. La Suisse, pays du compromis, donc on a un petit peu des deux, c'est-à-dire que ce fameux droit que je ne vais pas dire exactement, parce que je ne suis pas mieux capable de le dire que vous, Guillaume, inaliénabilité, un truc dans le genre, inaliénable, ça existe, mais pour les musées de droit public, mais c'est un principe, ce n'est pas une règle. Si vous fouillez le droit, vous ne trouverez aucun article de loi qui stipule cela. Pour les musées de droit privé en Suisse, il y en a beaucoup, par contre, ils font ce qu'ils veulent, ils vendent, ils achètent. Récemment, le Kunsthaus de Zurich a vendu 2 Renoirs, enfin récemment, il y a quelques années, a vendu 2 Renoirs pour acheter des Baselitz, Georg Baselitz, parce qu'ils estimaient qu'il valait mieux compléter sa collection là, alors que 2 Renoirs, finalement, c'était pas très important. Ça avait suscité... Non, ça ne veut pas que c'était vraiment, c'est peut-être qu'ils en avaient beaucoup. Oui, c'était pas pertinent, plutôt que c'était pas intéressant, c'était pas pertinent pour ce que le musée souhaitait faire, on va dire ça comme ça. C'est vrai que ça a suscité un petit peu de controverse, un petit peu de réaction, mais finalement, c'est ce qui a été fait. La Fondation Bodmer à Genève a vendu à la fin des années 90 un dessin de Michel-Ange. Ça a permis de financer eh bien, l'agrandissement de son musée qui était signé à Mario Botta, donc enfin, l'opération valait le coup en l'occurrence. Mais ce que vous expliquez par rapport aux donations, c'est exactement ce qui se passe en Suisse. C'est-à-dire qu'en Suisse, c'est, outre le compromis, c'est le pays des fondations. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fondations d'art qui sont créées, mais qui n'ont pas nécessairement un musée, et qui ensuite trouvent un abri à l'intérieur d'un musée. Et les règles ensuite qui prévalent pour ces fondations, elles sont différentes du droit public. C'est la raison pour laquelle on a eu il y a quelques années, c'est en 2014, la vente du Gauguin, vous savez, Quand te marieras-tu ou Tu n'es pas encore marié, je ne me rappelle plus le titre, parce qu'en réalité, même si exposé au Kunsthaus de Bâle, musée de droit public, il appartenait à une fondation de droit privé qui en faisait ce qu'elle voulait en l'occurrence, et le tableau était vendu. Voilà, donc vous avez tous les cas de figure en Suisse. Si je soulignais à la fois la raison et l'aberration de l'argument de Nicolas, qui n'est pas son argument, c'est que vous avez des musées où en gros il n'y a pas grand-chose à voir, alors que vous avez dans les caisses de beaucoup de musées modernes, de la ville de Paris, d'Orsay, du Louvre, des centaines d'œuvres qui coûtent des fortunes à l'entretien. Qui coûtent des fortunes à l'entretien, alors que d'autres musées à 300 km sont vides. Oui. Donc il y a quand même quelque chose de bizarre dans cette situation. Vous vouliez rajouter quelque Pourquoi chose? ne pas céder plus facilement les œuvres qui ne sont pas exposées? Oui, à partir une autre piste. Ouais. Mais parce qu'on... À partir du moment où il y aurait un comité, que tout ça soit Exactement. rationnel et qu'on ne fasse pas du business, évidemment. Mais parce que c'est toujours la fameuse question pour les musées, c'est-à-dire que nous, public, on voit les 35 000 œuvres du Louvre, pour autant qu'on puisse les voir par rapport aux 460 000, mais c'est le cas de tous les musées. Le musée d'ethnographie à Genève, à Neuchâtel, il n'y a même pas 10% des œuvres qui sont, enfin des objets qui sont exposés. Parce que la mission d'un musée, c'est non seulement d'exposer, mais c'est aussi de collecter. Et donc le conservateur, conserver, collecter. Donc pour eux, ce boulot-là, ce patrimoine-là est super important. Si Jean-Claire, par exemple, est totalement opposé à cette évolution. Mais si vous dites un conservateur en général, il faut vendre, il va vous dire non, parce que lui, il veut avoir tout ça. Maintenant, voilà. D'un point de vue pragmatique et aussi d'échange, d'essaimage de l'art, on va dire, c'est vrai qu'on pourrait, à défaut de les vendre ou de les donner, en tout cas mieux partager certaines collections en étant certain qu'elles sont bien exposées et qu'elles sont bien entretenues, qu'elles sont bien conservées, afin justement que l'art bouge, soit vu par le plus grand nombre et profite au plus grand nombre. Ça, c'est sûr. C'est vrai que s'il y a 3000 Dufy et aucun Murakami, c'est une absurdité pour une collection nationale. On est d'accord. Ce n'est pas un plaidoyer pour Murakami, mais à partir de ce moment-là, il serait peut-être bon que les musées, fussent-ils nationaux, décident effectivement de rééquilibrer leur collection, parce qu'autrement, tout est figé. Vous restez avec 3000 Dufy et l'art d'aujourd'hui est forcément inachetable pour les musées d'aujourd'hui. Mais c'est
peux peut-être terminer là-dessus. Je vous en prie. Dans un marché qui est très jeune, comme le nôtre, une nation où des musées sont très jeunes, le rapport du public avec le patrimoine est peut-être moins fort que par rapport aux musées parisiens, par exemple. Donc là, justement, avec le tollé qui a été soulevé il y a quelques semaines au Québec, au Canada, les gens ont commencé à se poser des questions justement sur l'attachement aux œuvres d'art qui sont dans leur musée, d'imaginer éventuellement peut-être de les voir circuler, ces œuvres-là. Et là, il y a l'espèce de dilemme entre est-ce qu'on veut faire circuler les œuvres d'art, est-ce qu'on veut avoir des possibilités d'échange, de vente, donc une espèce de liberté, mais tout ça, ça ouvre aussi la porte à une façon de gérer des musées de façon beaucoup plus mercantile que d'un point de vue de conservateur de l'art. Donc, il y a cette espèce de dilemme là, qui commence à apparaître, en tout cas chez nous. Et puis qu'il y a aussi pas tant entre les musées de droit public et puis les galeries ou les musées de droit privé qui sont dans une autre logique, qui sont plus dans l'exposition ou dans le fait de faire tourner des œuvres, alors que c'est vrai que souvent les grands musées de droit public, on est plus dans la conservation d'un patrimoine, la collection d'un patrimoine. Et là, il y a un petit peu des réalités qui... ce qu'ils ont fait à Rio, en dehors du fait que tout ça ferait peut-être boucher un peu le marché de l'art, mais c'est pas sûr non plus, parce qu'en fait, s'il y a tout d'un coup un arbitrage, ça se fera toujours au détriment, malheureusement, des artistes les moins cotés, qu'on va vendre, alors qu'ils sont bien contents d'être dans les collections du Centre Pompidou, qui ne vendra jamais, par exemple, à Marcel Duchamp. Autre problème que ça pose, je ne sais pas si vous avez déjà été à la Galerie des Offices à Florence, voir les extraordinaires Botticelli, qui sont en face du David. Le musée est dans un état de décrépitude lamentable, alors qu'il y a 50 chefs-d'œuvre. Et personne n'a d'argent pour changer quoi que ce soit. Alors, comme elle a la solution... J'ai la solution à suggérer à nos amis florentins. Le financement participatif dans le domaine du patrimoine et dans le domaine culturel est de plus en plus fréquent et de plus en plus utilisé. Le château de Chambord fait appel au financement participatif. J'ai vu qu'à Bruxelles, le Conservatoire royal de Bruxelles avait besoin d'argent pour restaurer 112 châssis et vous pouvez adopter un châssis. Désormais, vous donnez de l'argent, vous adoptez un châssis, vous permettez... Versailles a fait ça depuis des années en appelant des capitaux américains. Voilà, et là, mais c'est tout le monde, c'est pour justement permettre à tout un chacun de s'intéresser et de les sensibiliser sur le sujet. Il y a même il y a la plateforme Ulule qui a un département patrimoine. Pour acheter des œuvres d'art également, quand il y a un musée qui a besoin d'acquérir une œuvre, on propose aux internautes de financer l'achat et l'acquisition de l'œuvre. Et il y a même un site qui s'appelle d'artagnan.fr qui est, lui, spécialisé dans l'art et dans l'acquisition d'œuvres et est là pour aider les musées. En Suisse, récemment, ils ont acheté un Picasso comme ça, via une plateforme où ils ont souscrit. Oui, c'est un rééquilibre. Il y a eu, je ne sais pas combien de milliers de personnes qui ont souscrit à raison de 20 francs, 30 francs, 50 francs. Ils ont acheté un Picasso qui vaut plusieurs millions, qui désormais est exposé dans un... C'est parfois une manière aussi de faire pression sur le ministère de la Culture, le gouvernement, les financements pour la culture. C'est une manière de suppléer et aussi de dire... ça ne va pas, il faut faire quelque chose. Mais il y a un équilibrage nécessaire, c'est-à-dire que personne n'a envie de transformer les musées en marché. Autrement, ça va faire une sorte de... Enfin, il y a déjà suffisamment de problèmes avec le marché de l'art pour ne pas rajouter les musées. Et en même temps, quand vous avez une commission de commissaires, etc., qui disent « Dans ma collection, il y a un trou énorme, on n'a aucun peintre américain des années 50, mais on a 3000 coraux », il serait peut-être bon, si on veut s'acheter un Pollock, de vendre 100 coraux, et ça permettrait peut-être d'accéder, en passant peut-être aussi par le financement participatif, à un rééquilibrage des collections. Nous allons changer totalement de sujet, car ça fait partie aussi de notre charme. Voici que débarque Baloji, qui est un rappeur belge d'origine congolaise. Donc, c'est un ami de l'homme qui repasse en chantant, et qui revient avec un nouvel album qui s'appelle 137 avenue Kanyama, dont nous allons parler juste après cet extrait. Est-ce que l'on peut joindre le futile à l'agréable avant qu'il ne se réduise à une peau de chagrin? Est-ce la chair ou le corps qui est faible, cette traversée du désir t'épuise le bassin? Surtout ne pas se laisser envahir. Est-ce que l'on peut se goûter l'âme du bout des lèvres avant que cette affaire ne tourne au vinaigre?
inaudible, délicate, morsure, volupté indicible. Avant de se loger dans le duvet des aisselles, faire de ma salive aquarelle, grain de beauté, constellation, disparaît sous la paume, sueur, traction, le sang qui bat sous mes tempes. Cette lubie a une taille de guêpe de nymphe. Tu me finis sur les rotules, la bouche en cœur, fais-moi croire que tu capitules. Est-ce que l'on peut... Alors Myriam Balogi, c'est pour vous. Oui. Vous avez vu juste. Vous avez vu juste? C'est pas vous qui repassez, c'est lui. Oui, mais dans votre émission, vous me le prêtez? Je vous le prête bien volontiers. Non, mais je sais que c'est beau parce que vous diffusez ce type de musique. Oui, tout à fait, mais en fait... Il faut rappeler votre émission. Oui, j'anime la matinale radio de Ici Musique, qui est la radio musicale de Radio-Canada, donc, et où on a autant de la musique plus populaire qu'un aspect de découverte aussi, et justement des artistes comme Balogi qui ont une espèce de proposition un peu hybride, plaît tout à fait. Malheureusement, on n'a pas connu ces 2 premiers albums, ne sont pas rendus chez nous. Il y a un engouement là, qui commence... Ils sont sur les services de oui, streaming. Hein? Bon, alors, Hotel voilà. Impala et succursale, Kinshasa succursale. C'était les 2 premiers, 2008-2010. On n'est jamais en retard pour la bonne musique. On va s'y mettre, on va s'y mettre. Donc, oui, qu'est-ce qui vous plaît? Ben, ce qui me plaît personnellement dans sa proposition, c'est que ses influences vont dans tous les sens, mais qu'il y a une unité dans le ton quand même. Lui-même dit qu'il a un peu de difficulté à promouvoir sa musique parce qu'il est inspiré autant par Ferré que Marvin Gaye que Manu Dibango. Moi, c'est ça que j'aime dans sa proposition, c'est qu'il fait autant dans une musique qui est attachée à ses racines congolaises qu'à une musique qui est tout à fait moderne. Et quand lui dit ma musique est trop noire pour les Blancs et trop blanche pour les Noirs, moi, j'ai envie de dire, oublions cette théorie-là. C'est une musique qui, selon moi, est vraiment pour tous. Il y a une vingtaine d'années, quand Rokia Traoré Quel âge a-t-il? Quel âge a-t-il? 39 ans. Vous le connaissez? Je ne le connais pas personnellement, mais je suis, comme Myriam, absolument conquis par ce dernier album. C'est quelqu'un qui a commencé par le hip-hop traditionnel, si j'ose dire, dans les années 90, avec un groupe qui s'appelait Starflame. Et puis, il a pris son envol et il a approfondi ce que Myriam appelle sa proposition. J'aime bien ce mot-là, parce que c'est vraiment une offre qu'il fait au public, avec cette espèce aussi, outre le mélange musical, cette espèce d'harmonie qu'il parvient à créer entre la dénonciation aussi de situations extrêmement difficiles dans son pays, qui est quand même un des pays les plus en difficulté de la planète, la RDC, et en même temps le fait qu'il le fait avec une énergie, avec une prise de distance aussi, avec des textes extrêmement travaillés. Il faut vraiment se concentrer sur les textes. On ne peut pas repasser en écrivant, en écoutant Balogi. Et ça, je trouve que c'est vraiment ce qui Donc, fait découverte. sa force. Et qui fait aussi, oui, le évidemment. visuel qui Et qui fait qu'il peut s'adresser à un public beaucoup plus large. Et on espère que justement, en parlant ici, ça va permettre de le faire sortir de... C'est bien au-delà du hip-hop, quoi. On est bien au-delà. Mais il faut qu'on dépasse ces étiquettes. Et lui-même, d'ailleurs, se dit tout aussi liégeois que congolais. Il est né en RDC, au Congo, et puis il est venu en Belgique. Il y retourne souvent dans son pays d'origine. Et voilà, écoutez-le. Donc, promis à un avenir. Nicolas. Je rejoins exactement tout ce qui a été dit. C'est un vrai disque sur les vies déracinées, sur l'impossible quête d'identité. Il est partagé entre son Congo, la Belgique. Voilà, c'est vraiment intéressant. On a dit tout le bien qu'on pense de l'éclectisme musical, électro, hip-hop, soul, ça mélange tout. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'univers vidéo autour de sa musique. Imaginez son dernier titre, Peu de chagrin, Bleu de nuit. Il dure près de 10 minutes. 10 minutes pour un clip. Aujourd'hui, quasiment plus personne ne fait ça. Vous regardez, vous avez l'impression de voir un court-métrage. Il s'était d'ailleurs essayé un petit peu au cinéma pour traiter le sort des enfants congolais. Moins de réussite qu'en musique, mais on voit qu'il a une vraie touche cinématographique. Il faut l'écouter, mais il faut le voir. Eh bien, nous allons le voir. Ça rappelle le grand clip de Michael Jackson, célèbre, qui avait
amené, vous vous souvenez Il y en a eu plusieurs, lequel Billie Jean ou bien ou l'autre avec les Ah non, c'est Thriller qui tout d'un coup a été réalisé par John Landis. Tous les clips étaient courts et tout d'un coup on avait et ça durait 10 minutes. Absolument. Balogi, est-ce que c'est une sorte de Stromae belge encore? Non, non. Alors moi je vais être dithyrambique parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Balogi, là on est aux limites du chef-d'œuvre. Franchement, c'est un disque qui va marquer les esprits. C'est un disque important, vraiment. Moi je trouve ce type-là. Alors voilà, il y a plein d'influences, il y a de l'afrobeat, il y a la musique congolaise, on l'a dit. Mais ce qui est important, c'est pas les différentes influences, c'est qu'il réussit à métisser tout ça. C'est pas de la juxtaposition, c'est pas du collage, c'est pas de l'assemblage. Il en fait sa propre sauce, son propre musique, et il en fait un truc qui ressemble à rien d'autre. C'est sa musique à lui, et je trouve ça génial. Et pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure à propos de musique trop blanche pour les noirs, musique trop noire pour les blancs, moi j'ai envie de dire, mais tant mieux d'une certaine manière, parce que l'avenir appartient aux métis, l'avenir se métisse, donc c'est parfait, ce sera de la musique qui sera parfaitement en accord avec ce que le futur de cette planète va être, c'est-à-dire complètement métissé. C'est un disque, franchement, moi je suis, mais 5 étoiles et plus, quoi. Alors 5 étoiles et plus, mais je vous repose cette question qui peut paraître un peu balourde. Dites-moi. Mais est-ce que le fait que ce soit extrêmement réussi est un avantage pour le succès ou un handicap quand c'est sophistiqué? Alors, c'est une excellente question parce que c'est le problème qu'il a. Parce que si vous écoutez Hotel Impala ou si vous écoutez Kinshasa Succursale, il y avait déjà tout ça dans ses musiques il y a 10 ans en arrière. Il n'a pas décollé, ce garçon. Parce que, voilà, au Congo, on dit que la musique qu'il fait, pour reprendre les termes, c'est de la musique de recherche, entre guillemets. Donc, c'est pas une musique qui est véritablement populaire. Moi, je lui rends grâce, au contraire, du fait qu'il soit capable de suivre une voie artistique, mais oui, qui soit intègre et qui ne cède pas à d'autres choses. Il le dit d'ailleurs en interview, il dit, mais chaque fois je me promets que je vais faire un truc qui va marcher, avec lequel je vais pouvoir gagner de l'argent, qui soit plus commercial. J'y arrive pas, mais bravo qu'il n'y arrive pas. Mais en même temps, c'est à nous, on va dire, peut-être d'essayer de faire l'effort, d'aller vers lui. En tout cas, moi, j'ai même pas besoin de faire l'effort parce que c'est évident. Mais c'est vrai qu'il a choisi, je juste rajouter ça, c'est vrai qu'il a choisi une voie qui est peut-être pas la plus populaire pour le moment, mais moi, je vous garantis que dans 5 ans, 10 ans, s'il n'a pas du succès tout de suite avec ce disque, on reparlera. Il va arrêter avant. Si tu nous regardes dans 10 ans, tu risques. Mais peu importe. Mais au niveau de l'œuvre, dans 10 ans, ce type, il est en train de marquer la musique d'une pierre blanche. Est-ce que ça marche Ça marche ou ça marche très bien en Belgique? Mais oui, parce qu'on le connaît et parce que quelque part il est de chez nous, c'est un peu le résultat de l'État. Mais comme Michel le disait, il faut que l'auditeur, le public fasse un effort. Mais alors que des artistes parviennent à métisser les choses, il faut peut-être aussi, et je ne le dis pas uniquement pour nos radios à nous, on sait que la radio reste prescripteur en matière de découverte musicale, même à l'ère du streaming. Il faut que les radios sortent de leur créneau habituel, de leur playlist, de leur liste d'artistes. On n'ose pas prendre le risque, etc. Il faut que les radios fassent davantage confiance au sens de la découverte du public. Vous me faites plaisir parce que c'est là la différence entre une chaîne de streaming et une radio d'accompagnement. Mais moi, je fais un petit retour en arrière parce qu'il y a 20 ans, quand Rokia Traoré est arrivé avec justement une démarche un peu sophistiquée, une recherche musicale qui n'était pas hyper populaire, on a dit la même chose, qu'elle n'allait pas se retrouver dans les oreilles ni des Blancs ni des Noirs parce que c'était un peu trop hybride. 20 ans ont changé et là, je pense que toutes les musiques commencent à devenir un peu plus métissées parce que nos oreilles se sont habituées, parce que justement, avec ces fameuses plateformes de streaming, on peut écouter la musique de partout, mais aussi à cause de l'immigration. Parce que je pense à des artistes chez nous, King Abid, un Tunisien, Samito, né au Mozambique, qui habite maintenant à Montréal, Pierre Quenders, du RDC, qui habite depuis la moitié de sa vie au Québec. Ont ces multiples influences en eux. On n'a pas forcé l'hybride et le métissage musical. Il est naturel chez ces jeunes-là. Le dernier pas qu'il faut faire aujourd'hui, c'est avec les programmateurs effectivement de radio et les programmations musicales et les médias en général. C'est-à-dire qu'ils font des tests d'écoute. Mais non, mais toujours. Pas ça, ils font des tests. On est aussi toujours dans les cas. C'est-à-dire qu'il y a la world music, il y a ça et ça. Il ne faut plus qu'on voit ça comme la world music en Suisse, Danitza ou Slimka ou DJ. Bref, ces gens-là, il ne faut plus les voir comme du hip-hop ou autre. C'est de la musique d'aujourd'hui, de la création d'aujourd'hui. Et Balogi, il ne faut pas le caser dans la musique world ou ce que vous voulez. Il faut le mettre, je sais pas, avec les playlists de pop et autres, parce que c'est la musique. On pourrait faire un petit consensus et arrêter d'utiliser ce terme-là, musique du monde. Nous, on se plaît à utiliser le mot pop de partout. Et je trouve que ça s'y est vraiment bien. Belle expression. Mademoiselle Laura. Sur les réseaux,
il s'exprime beaucoup. Et il a pris la parole, il s'est filmé, il a dit c'est la première fois et la dernière fois que je vais me filmer pour essayer de faire en sorte que cet album marche. Et il dit, je le cite, c'est sûrement mon dernier. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que s'il n'a pas de succès et on a l'impression qu'il a envie d'arrêter, c'est sûrement mon dernier. Je n'aimerais pas qu'il ait le même destin que son prédécesseur. Faites passer l'amour, faites passer le projet. Donc il sollicite les internautes, il leur demande de faire circuler son album, de faire circuler son clip. Nicolas en parlait, Peau de chagrin, qui est magnifique, c'est vraiment un chef-d'œuvre, même pictural. Au-delà de la musique, c'est beau à regarder. Et dit, je découvre que le film Peau de chagrin est à 35 000 vues. C'est à peine le score que fait un LOLcat de base en moins d'1 heure. Donc il comprend pas, en fait, il ne comprend pas, il l'exprime sur les réseaux sociaux. Pourquoi ça décolle pas davantage? Et nous aussi, on comprend pas, parce que vous dites c'est très recherché, oui, mais c'est quand même accessible. Enfin, son dernier album, tout le monde peut l'écouter, et c'est transgénérationnel. Vous pouvez même le faire écouter à vos parents, à vos grands-parents, c'est génial. Eh bien voilà, Balaji Forever. Voici le zapping culturel que le monde entier nous envie. Nous allons faire le tour du monde de l'actualité francophone en 1 minute 30, ce qui tient de l'exploit. Nous déclarons le 71e Festival international du film de Cannes ouvert. En français et à l'unisson, 2 légendes du cinéma pour ouvrir cette 71e édition. Martin Scorsese et Cate Blanchett, présidente d'un jury pour la première fois majoritairement féminin. Son corps est son outil d'expression, d'expérimentation. Valérie Reding transforme son apparence au gré des personnages qu'elle imagine. Elle joue avec les codes de la féminité, questionne l'identité de l'homme, de la femme et de tous ceux qui se situent un peu entre les deux. Pourquoi avoir accepté un tel rôle, un tel défi? Parce que c'est une grande pièce et que le metteur en scène est un maniaque de Ionesco et que mon partenaire est idéal. Tu te rappelles, jadis, ce n'était pas ainsi. Il faisait encore jour à 9h du soir, à 10h, à minuit. C'est pourtant vrai. Quelle mémoire! Chapitre 1. Suñu maam yi yàgg xeex ngir baaxu réew mi. Yéen baloon kaaro bu place ngir indépendance bi. Donc ba tas ñaxtu xas dog bu mu jengi. Aujourd'hui, dans notre pays, on n'est pas encore réellement indépendant. On n'est pas indépendant au niveau culturel, on n'est pas encore vraiment indépendant au niveau idéologique. Sur les bords de la Seine, ils sont à eux seuls un symbole de Paris. 220 bouquinistes, 300 000 livres anciens et gravures. Et peut-être bientôt, une inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Bien sûr, il y a nos défaites. Et puis la mort qui est tout au bout. Nos corps inclinent déjà la tête. Étonnés d'être encore debout. Le Grand Palais à Paris propose une exposition intitulée « Artistes et robots ». Les robots sont-ils de super assistants de l'artiste ou pourraient-ils un jour supplanter l'homme dans la création? Nous en débattrons après ce sujet extrêmement fouillé de TV5 Monde, la chaîne que nous révérons. Au commencement est lue la première sculpture cybernétique. Cette œuvre créée par Nicolas Schoeffer interagit avec son milieu. 50 ans plus tard, les robots semblent avoir pris leur indépendance. Je fais tout pour ne pas contrôler que le robot arrive à prendre des décisions par soi-même. Les gens acceptent déjà l'intelligence artificielle. C'est une chose acceptée. Et moi, j'ai commencé à parler de créativité artificielle. Ça veut dire qu'une machine peut aussi construire une chose qu'on peut appeler art. Ici, c'est pourtant un homme qui leur a mis un stylo entre le bras articulé, mais là, c'est l'intelligence artificielle qui s'inspire de son créateur. Grâce à un capteur et le logiciel qui va avec, cet artiste se regarde respirer et composer une création retransmise en direct sur le net. En fait, c'est un peu le rêve de tous les artistes qui ont l'hypertrophie de l'ego, vous voyez. Donc être présent à jamais sur Internet, c'est mon rêve. La technologie, c'est un outil. Sans cet outil, je ne pourrais pas le faire.
Je ne pourrais pas jouer un instrument pendant 24 heures sur 24 et je ne pourrais pas le faire partout sur la planète. Une technologie qui permet de voir double avec Orlan et son orlanoïde. L'artiste française nous propose un striptease verbal. Une œuvre spectaculaire, mais pas autant que toutes celles qui intègrent le spectateur, au propre comme au figuré. Au fond, les artistes ont toujours rêvé de ça. Pourquoi? Parce qu'ils donnent une œuvre, ils offrent une œuvre. Et nous, avec notre inconscient, avec notre culture, au fond, nous l'interprétons différemment. Mais là, c'est beaucoup plus fort, puisque c'est également la présence, notre seule présence, notre souffle et notre corps qui agit sur les œuvres. C'est tout le paradoxe de cette exposition. Si les robots sont devenus des artistes comme les autres, les êtres humains y ont toute leur place. Le robot va-t-il supplanter Léonard de Vinci? Eh bien, je me demandais, avant d'aller voir cette expo, tiens, je vais aller dans une expo qui va nous dire que l'avenir de l'artiste, c'est le robot, c'est la création technologique. Moi, ça me fait dresser quelques poils sur la peau. Eh bien non, en fait, j'ai compris que, à travers cette expo, le robot n'était pas un remplaçant de l'artiste, mais juste un nouveau vecteur de création. Et là, j'ai un nouveau champ des possibles qui s'est ouvert à moi, j'ai trouvé ça génial. C'est une expo qui est intéressante pour ça. C'est ce côté, on vient avec des a priori et en fait, on se rend compte que cette technologie, elle peut nous aider pour la création. Moi, j'en suis ressorti assez abasourdi par rapport à toutes ces ouvertures, de voir ces robots qui graffent, qui peignent, etc. etc. J'ai trouvé ça génial. D'ailleurs, une grande partie des artistes d'aujourd'hui, y compris David Hockney qui a 80 ans, il peint à partir d'un iPad, et tous les Anish Kapoor, enfin tous les artistes d'aujourd'hui utilisent l'essentiel de la technologie, les ordinateurs, les assistants, etc. etc. C'est un nouveau processus créatif. Voilà, c'est un nouveau processus. Myriam? Moi, j'aime les artistes, j'aime les humains, j'aime la réflexion des artistes, j'aime leur contestation, leur réflexion, leurs doutes. Là, on est dans un moment justement de réflexion avec ce nouvel outil que sont les robots et l'intelligence artificielle. Mais non, j'espère que l'artiste ne sera jamais un bon petit gerlache, même un peu là, qui repasse, à un robot. Oui, parce que l'émotion ne se... Moi, j'ai beaucoup Le gerlache apprécié... est irremplaçable. J'ai beaucoup apprécié la réflexion qu'on a lorsqu'on va voir cette exposition Robots et artistes au Grand Palais. Mais l'émotion, pour moi, n'a pas été du tout au rendez-vous. On reste encore dans une réflexion, dans une démarche qui est encore très technique. Est-ce que l'exposition pose la question du remplacement ou est-ce que l'exposition pose la question du supplétif de l'artiste? Mais c'est ça, on pose cette question-là, mais en même temps, comme Nicolas vient de le dire, le robot ne va pas remplacer l'artiste, ça devient un outil pour l'artiste. Donc, ça nous rassure un peu, en fait. Oui, mais en même temps, il y a quand même, il faut juste replacer le contexte, parce qu'on n'est pas juste dans l'art digital ou de l'art numérique. Enfin, je ne sais pas si on a bien saisi la nuance. C'est-à-dire qu'on est aussi... je vous remercie. Bah oui, non, je me permets, parce qu'on est aussi dans l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres qui sont créées ex nihilo par des machines. C'est pas simplement un outil à disposition de l'artiste. C'est vraiment, on a programmé une machine. Mais en même temps, il y a encore quelqu'un. Il y a une programmation au départ. C'est ça qui fait la différence fondamentale. Et c'est ça qui est très bien expliqué. Moi, je trouve que cette exposition, elle est géniale de la part de ses concepteurs. Et d'abord parce qu'il y a un vrai processus pédagogique et didactique. On pose en effet la question de savoir est-ce que c'est de l'art ou pas, mais on met bien les choses en perspective en faisant basculer d'une œuvre à l'autre, d'une interrogation à l'autre, le spectateur qui se demande « mais oui, c'est de l'art, mais non, finalement, c'est pas de l'art ». Et on en arrive à cette conclusion, désolé pour le spoiler, que de toute façon, ces machines, elles ont été créées par des hommes, et donc elles sont la prolongation des artistes. On a commencé par peindre avec le doigt, et puis on a inventé le pinceau. Est-ce que pour autant, ce n'était plus de l'art quand on peignait avec le pinceau? Et je vous dirais autre chose, c'est que moi, je suis arrivé dans cette exposition un peu comme un chroniqueur qui doit parler d'une exposition. Après 1 minute, contrairement cette fois-ci à Myriam, j'ai été totalement conquis. Et à un moment donné, en arrivant dans une salle, il y a une dame d'un certain âge, comme le mien, à côté de moi, que je ne connaissais pas, qui est entrée et qui a dit « Mon Dieu, que c'est beau !» et puis qui s'est excusé d'avoir exprimé comme ça une réaction. Eh bien oui, c'était très beau. Je suis sûr que la plupart des gens
ne saurait pas dire si c'est une œuvre qui a été créée directement par un artiste ou par une machine. Mais Or, qu'est-ce qui compte dans l'art? C'est l'œuvre. Mais d'accord, on en a vu dans le reportage, mais donnez un exemple, par exemple. Oh, un exemple, il y en a plein. Il y a une série de statues, c'était à cette salle-là que je faisais référence, il y a une salle avec différentes statues qui ont été composées par des imprimantes 3D. Évidemment, elles sont mises superbement en exergue. Il y a aussi dans l'escalier monumental une série de barres qui forment des figures géométriques. C'est assez difficile à expliquer comme ça quand on ne les voit pas. Et qui, sur une musique qui est elle-même composée par une intelligence artificielle, développe une série de mouvements. Il y a aussi, et là c'est un clin d'œil, tout au début de l'exposition, et Nicolas y faisait allusion, ce sont des machines qui sont en train de dessiner des spirales. Il y a, aussi des œuvres, des natures mortes. Il y a un oiseau et on voit une machine qui dessine un oiseau. Je pense que l'exposition, en tout cas, au-delà de la qualité des œuvres que l'on peut apprécier ou non, on doit reconnaître qu'elle pose très très bien la question et elle offre aux spectateurs des réponses intelligentes. Et voici qu'entre en lice Laura. Alors, l'intelligence artificielle dédiée à la création fait couler beaucoup d'encre sur Internet. On avait vu le cas avec le Rembrandt. Je ne sais pas si vous voulez, il y a 2 ans, il y avait un autoportrait de Rembrandt, un vrai faux Rembrandt, qui avait fait beaucoup parler. Et depuis, on met l'intelligence... Ici, on est dans la création pure. Oui, mais il avait donné plein de données. Là aussi, c'était la même chose. Il y a une création. Ils avaient rentré les données de tous les tableaux de Rembrandt. Et l'intelligence artificielle avait recréé un Rembrandt. Et c'est ce qui se passe de plus en plus. Il y a Google qui met beaucoup d'argent dans le projet Magenta pour créer des œuvres avec l'intelligence artificielle, œuvres qui sont vendues entre 6 et 10 000 $ pour l'instant. Et là, en février dernier, il y a le Comte de Bellamy qui a été vendu aux enchères à 60 000 $, qui a été créé par l'intelligence artificielle, une intelligence artificielle qui s'est entraînée pendant 1 an. Et après, elle était totalement décorrélée des artistes et c'est elle qui a fait tout seul ces tableaux. Le deep learning qui permet en effet la machine d'apprendre par elle-même. Après, ça laisse pensif. On ne se dit pas que l'artiste va remplacer, que le robot va remplacer l'artiste, mais en tout cas, ça produit beaucoup de toiles et ça amuse, ça étonne et en tout cas, ça se vend. Ce qu'il faudrait faire, peut-être, c'est avec ces créations artistiques, je m'excuse Nicolas, il faudrait faire comme avec le vin, c'est-à-dire qu'il faudrait boire sans voir les étiquettes, c'est-à-dire qu'il faudrait regarder ces œuvres d'art sans savoir comment elles ont été créées. Parce que moi, je me posais la question en parcourant cette exposition au Grand Palais. Et c'est vrai que si j'étais intellectuellement motivé, intéressé par ce que je voyais, par les portes, les perspectives que ça ouvrait, c'est vrai que j'étais émotionnellement pas du tout touché par ce que je voyais. Alors je ne sais pas si j'étais émotionnellement pas touché parce que je savais pertinemment comment ça avait été conçu et créé, puis je me disais que j'avais affaire à quelque chose de mécanique, de machinal, de ce que vous voulez, de numérique, de digital, mais qu'on n'était pas en relation avec la patte humaine. Mais peut-être que je me trompe. Mais parce que c'est l'intention de l'artiste qui nous émeut. C'est pas le geste de l'artiste qui nous émeut. On est d'accord, mais du coup, je sais pas, c'est comme avec le vin. Le vin, quand vous faites des dégustations à l'aveugle, vous cachez les étiquettes, et puis tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous avez adoré le petit vin à 6,90 €, et puis pas tellement celui à 99 €. Vous vous dites, bon, alors c'est soit que mon palais n'est pas tout à fait adapté, soit que les grands critiques ne sont pas tout à fait au point. Et des fois, je me faisais cette même réflexion par rapport à l'art, parce que pour moi, à l'art numérique, digital, estampillé, intelligence artificielle, parce que, pour moi, l'art, il y a une partie d'émotion, de raconter la vie à travers le geste et la société qui nous entoure à travers le geste d'un auteur, d'un artiste. Et puis là, j'avais l'impression, alors est-ce qu'elle est réelle ou est-ce qu'elle est construite, qu'il manquait cette émotion, qu'il n'y avait pas ça, même si c'était intellectuellement intéressant. Ça doit en tout cas intéresser pas mal de gens, puisqu'il y a déjà plusieurs des œuvres de l'expo actuellement au Grand Palais qui sont estimées à plusieurs centaines de milliers d'euros. Il y a des galeristes du monde entier qui veulent les acheter. Moi, j'ai juste une question, à qui va arriver l'argent? Aux créateurs du logiciel, aux robots? Enfin bon, mais c'est intéressant de voir que... Ça pose un problème de droit d'auteur, notamment. De droit d'auteur, voilà. Mais c'est intéressant de voir que ces œuvres nouvelles ont déjà une vraie... À partir du moment où il y a un concepteur, il y a un auteur. Et évidemment. Voilà. Ces machines, elles ont été créées par des hommes. C'est ça. Et des femmes. Montréal est un pôle important du développement de l'intelligence artificielle. Et là, on est en train de se poser plusieurs questions. Je pense qu'on n'aura pas de réponse d'ici les prochaines minutes. Mais il y a des chercheurs, chercheuses qui sont regroupés y compris à Montréal, dans la musique. Oui, exactement, dans la musique. Mais il y a des albums entiers qui ont été composés par de l'intelligence artificielle. Et je défie
le public de savoir, notamment des chansons pop. Il y avait un exemple, I am I, je suis une intelligence artificielle, qui a été chantée par une chanteuse, mais composée par une intelligence artificielle. Moi, je l'avais fait écouter dans une chronique que je fais sur Classique 21, une radio musicale, au présentateur, qui avait dit, mais... moi, je ne pourrais pas dire, a priori, je n'aurais pas pu reconnaître que c'était une chanson qui avait été composée par une intelligence artificielle, il n'y a aucun doute. mais si on se pose ces questions-là, justement, sur l'avenir de l'art, l'avenir de l'intelligence artificielle, on le sait qu'il va y avoir énormément de bouleversements, merci, dans plusieurs secteurs. Mon intelligence est vraiment artificielle rendue à cette heure-ci de la journée. Mais justement, ces chercheuses et chercheurs-là sont en train de rédiger une déclaration sur les valeurs qui vont régir le développement de l'intelligence artificielle. Et ça, je trouve ça intéressant parce que, bon, aujourd'hui, on est un peu dérouté en sortant de ce musée après avoir vu l'exposition, mais il faut s'imaginer dans 5, 10, 15 ans à quel point on peut être dépassé par les valeurs, par les émotions et peut-être même dépassé par cette intelligence artificielle. Donc, ce qui est vrai, c'est que, par exemple, quand on prend quelqu'un qui est un formidable auteur que vous aimez passionnément, on imagine difficilement Leonard Cohen fabriqué par de l'intelligence artificielle. C'est là qu'on voit que tout ce qui est du domaine de la fragilité, la virtuosité, la technique y répondra toujours. Mais Guillaume, quand nous étions jeunes, il y a des gens qui disaient que la guitare électrique, c'était un scandale parce qu'elle était électrique. Donc voilà, et parce que maintenant on va bannir la guitare électrique. Et puis il ne faut pas oublier que le premier robot dans l'art, il date quand même de 1956. C'est pas quelque chose de nouveau. C'était Nicolas Schoeffer, le plasticien français, qui l'a utilisé. Et il commence à utiliser à cette époque. Il a dirigé un centre. Voilà, les questions de l'intelligence artificielle. Donc, ça fait il y a plus de 60 ans maintenant. Ça n'a pas pour autant remplacé l'artiste, alors qu'il y a eu des robots depuis maintenant des dizaines d'années dans l'art international. Et il y a même eu Kraftwerk. Il y a même les robots horlogers en Suisse qui datent du 18e siècle. Il y a des premiers robots qui sont capables d'écrire, ou simplement les boîtes à musique. Est-ce que les coucous suisses sont de l'art? Ça, c'est une bonne question, mais c'est mécanique. Michel, coup de cœur. Alors, un coup de cœur en forme de musique, cette semaine, que l'on doit à une merveilleuse chanteuse suisse d'origine albanaise, on restait dans le métissage, qui s'appelle Elina Douni, qui a sorti sur le prestigieux label ECM, le label de Manfred Eicher, le disque Partir. Pourquoi je vous parle de ses origines albanaises? Parce que sa musique est métissée, même si elle a toujours été plutôt dans le chant du jazz, mais elle a connu une vraie popularité en reprenant des chants folkloriques, des chants traditionnels populaires albanais, qui a vraiment participé à... C'est fort. Oui, mais qui a participé à son succès. Je ne savais pas que Michel était un spécialiste des chants populaires albanais. Bravo. Michel, bravo. Non, vous avez raison de faire partie de cette émission. J'ai dit Elina Douni Jazz, et c'est sur ECM. Alors, Dieu sait si ECM est un label qui est réputé en matière de jazz. Absolument. Bref, le disque s'appelle Partir, c'est sublime, et d'autant qu'Elina Douni a une voix, je ne vous dis que ça, si vous ne connaissez pas la voix d'Elina Douni, allez écouter, elle vous emporte, elle a une voix absolument sublime. Laura. Le compte Instagram du Musée national des femmes dans l'art au sens large. Tous les jours, vous allez avoir une œuvre réalisée par une femme, que ce soit un tableau, une sculpture, un bâtiment. Il y a des designeuses, c'est absolument génial. Abonnez-vous immédiatement. Alors, on trouve tout, Berthe Morisot, Saint-Phal. Oui, vous retrouvez Alors, c'est un musée qui est à Washington, D.C., donc il y a moins d'artistes francophones. D'ailleurs, c'est une erreur, mais je vais aller... mais il y en a beaucoup, beaucoup. Eh bien, on va regarder. Donnez-moi le... C'est le Musée national des femmes dans l'art. Je sais que j'ai une question pour vous. Dites-moi. Par exemple, Michel m'a dit qu'il voulait s'acheter le déjeuner sur l'air. Est-ce qu'il y a des sites où actuellement vous pouvez commander? Bien sûr, il y a... Attendez. Est-ce qu'il y a, par exemple, si on voulait s'acheter la Joconde, chacun avoir la Joconde à la maison, est-ce qu'il y a des sites où vous payez par carte bleue et on vous envoie la Joconde? Mais bien sûr, vous avez la Joconde, la copie avec des copistes vraiment très professionnels. C'est cher. Ça dépend du tableau. Je peux essayer de négocier si on est 6. Non. C'est cher, c'est rapide. Non, après, quand c'est la Joconde, c'est des tableaux qui sont très demandés. Donc, ils les ont déjà en stock. Après, si vous faites une commande sur mesure, c'est peut-être un peu plus cher, mais ça existe et c'est faisable. J'ai eu le droit à 2 coups de cœur, c'est bien. 2 coups de cœur. Alors, comme nous n'avons pas une intelligence artificielle parfaite, nous avons oublié de dire qu'il y a une appli qui est extrêmement bien faite sur l'exposition au Grand Palais, Artistes et robots, et tout le monde peut la télécharger et voir ainsi ce qui est présenté là.
Technologie et art, vous connaissez tous l'atomium, symbole de Bruxelles, notre petite tour Eiffel à nous. Absolument. C'était qui a été repris par un artiste, Bertrand Lavier, Voilà. qui a enlevé des pièces de l'atomium, qu'il a repeintes et qui ont été exposées à Bruxelles chez Xavier Hufkens, qui est un grand galeriste belge. Et ce sont les 60 ans de cette exposition qui a mobilisé la Belgique. Et bon, c'est célébré notamment par une exposition qui s'appelle Galaxie 58 à l'atomium, sous les boules. Donc, et je pense que ça plaira à tout le monde. Et je suis content d'arriver au bout sans fou rire. Je crois qu'il n'a pas aimé votre histoire de repassage. Je crois qu'il vous en veut. Non, mais c'est pas du tout ça. Non, très très bien. Non, mais c'est son côté Marcel Duchamp. Marcel Duchamp avait un urinoir, lui, il a un fer à repasser. Myriam? Fin mai, début juin, c'est le bon moment pour visiter Montréal. Et moi, je vous invite chez nous pour le Festival Transamérique, qu'on appelle le FTA, qui est un festival d'art vivant, théâtre et danse. Les œuvres sont toutes choisies par leur côté déroutant, par leur force, par leur thématique aussi. Et il y a des troupes d'un peu partout dans le monde, des spectateurs d'un peu partout dans le monde qui convergent vers ce festival-là. Il y a souvent des programmateurs de festivals aussi qui viennent pour programmer des œuvres plus tard chez eux. Donc, c'est vraiment un incontournable. Ce que font les programmateurs en général. Oui, ben oui, merci. Nicolas. Moonlight Benjamin, artiste qui vit en France désormais, mais qui est d'origine haïtienne, qui vient de sortir son nouvel album qui s'appelle Sultan. Je vous invite vraiment à l'écouter. C'est la musique traditionnelle haïtienne mêlée à du rock. C'est tout simplement exceptionnel. C'est un mélange de vaudou et de musique électrique. Et ça nous met tout simplement en transe. Moonlight Benjamin, je vous invite vraiment à le découvrir. C'est mon coup de cœur musical de la semaine. Voilà, et moi je terminerai par un coup de cœur assez paradoxal, parce que j'ai jamais eu une passion pour Jacques Higelin comme chanteur et comme auteur, mais sa disparition m'a beaucoup attristé. Cette famille est extraordinaire, il y a une sorte de transmission, sa tête, le fait qu'il ait joué dans une trentaine de films, que tout d'un coup il soit passé à la chanson, presque à la chanson naturaliste, puis après il est passé au rock, puis après il faisait des shows, j'en ai vu, dans des cirques complètement... dingo. Il n'y a jamais eu d'énormes succès. Les plus grands disques d'Higelin sont vendus à 300 000 exemplaires. Mais bon, c'est un personnage et il correspond justement à la définition qu'on avait un peu tout à l'heure par rapport au robot. Voilà vraiment le funambule. Oui. Et c'est quand même important de rendre hommage à ce funambule qui nous a quittés il y a maintenant un mois, Jacques Higelin. Voilà. Salut tout le monde. Je ne peux plus dire je t'aime. Ne me demande pas pourquoi. Je ne ressens ni joie ni peine quand tes yeux se posent sur moi. Si l'insolitude te pèse,